je crois que l'homme congolais ou l'homme politique congolais doit avoir le courage de dire qu'écoutez, vu ça, nous ne sommes pas à mesure d'organiser les élections. Mais de dire qu'à jusqu'à preuve du contraire, il tient mordicus aux élections dans les délais constitutionnels. Incompétence notoire et crise de leadership. Commençons d'abord par ces points. Comment vous analysez aujourd'hui cette déclaration de Jean-Marc Aboun? D'abord sur ces points. Incompétence notoire et crise de leadership. Je dis bravo à Jean-Marc Aboun. Mais ce que je regrette et je déplore en lui, la naïveté. Comment ça? Jean-Marc Aboun est venu ici nous faire avaler pour avoir un congrès. On doit débourser plus ou moins 7 millions de dollars. Avec le bureau Janine Mabunda. Avec le bureau Janine Mabunda. Au Sénat. Jean-Marc Aboun est revenu au perchoir. Ils ont organisé plus ou moins 2 à 3 sessions extraordinaires. Il n'est pas sincère. Et ce n'est pas un bon leader. Un leader doit être optimiste, un leader doit être rationnel et un leader doit être réaliste. Kaboun aujourd'hui qui traite Antoine Félix Tshisekedi d'incompétence notoire. Mais attends, Kaboun depuis qu'il est député national, qu'est-ce qu'il a déjà produit comme loi? Qu'est-ce qu'il a déjà proposé comme loi? Donc il est plus incompétent que Félix Tshisekedi. Parce qu'au moins Félix Tshisekedi, les résultats sont là. Avec la diplomatie agissante, il y a la qualité de l'enseignement, il y a l'effectivité des travaux, des infrastructures. Du moins, nous sentons quelque chose. Et nous prétendons que demain, ça sera mieux que ça. Et si Jean-Marc Aboun est rationnel et sincère envers cette population-là, il veut aujourd'hui manipuler. Profondeur TV, la télévision aux informations crédibles. Mesdames et messieurs, bienvenue. C'est un grand honneur de vous retrouver de nouveau dans le cadre de cette émission. Les détails, une émission axée sur l'analyse, les commentaires, mais aussi l'interprétation des faits d'actualité politique. On va aujourd'hui faire le point sur les débuts des épreuves des examens d'État, les 4 jours, comme nous aimons bien l'appeler. Ça a commencé, c'est lundi 18 juillet. Et ça va partir comme ça jusqu'au 21 juillet à travers toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Entre-temps, on nous fait savoir que dans certaines zones à conflit, les examens d'État n'ont pas eu lieu. On va essayer au cours de cette émission d'aborder cette question. L'actualité, c'est aussi les débuts des concertations lancées par la Commission électorale nationale indépendante avec les partis politiques. L'événement avait eu lieu les week-ends derniers. Denis Kadima a rassuré les partis politiques que les élections auront bel et bien lieu dans le délai. Est-ce que c'est une déclaration qui suffit pour apaiser la classe politique qui semble s'agiter par rapport à cette question électorale? On en parle au cours de cette émission. Puis on va chuter avec la sortie médiatique de Jean-Marc Aboun, ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale, ancien président AI de l'UDPS, défenestré du parti. Il a démissionné également de son poste au niveau de la Chambre basse du Parlement. Aboun s'est prononcé pour la toute première fois après pratiquement 6 mois de silence dû à sa démission d'abord à l'Assemblée nationale, puis à sa révocation au niveau du parti. Il a passé en revue plusieurs sujets d'actualité. Il a réagi également par rapport au fonctionnement du pouvoir en place. On va essayer au cours de cette émission de ramasser toutes ces révélations de Jean-Marc Aboun. Sur ce plateau, je reçois M. Wilson Mouzemba, qui est d'ailleurs un habitué de cette émission, à qui je vais dire bonjour, bienvenue. Bonjour Hervé, et bonjour la profondeur, bonjour tous les téléspectateurs de Profondeur TV. Nous sommes encore venus aujourd'hui à la charge pour décrypter l'actualité et nous sommes disposés à aller jusqu'au bout et puis donner la bonne information, comme j'ai nécessité de le dire, une information potable que tout le monde peut exploiter, que la jeunesse peut aussi en bénéficier. Comment allez-vous? Oui, ça va en forme. C'est vrai qu'il fait très froid à Kinshasa ces derniers temps. C'est la saison sèche. C'est la saison sèche. Mais nous tenons bon hein, parce que nous avons pris quand même des dispositions. Moi, j'habite à Ngadema. Nous sommes au fin fond, dans un banlieue, mais là, il fait très froid. Mais ça, on tient quand même. Très bien, on va parler de l'actualité. Nous sommes lundi 18 juillet, pardon, allais-je dire. Les examens d'État ont démarré.
le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, a donné les go des travaux depuis la ville de Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba. Plus de 900 000 élèves sont attendus pour ces épreuves de 4 jours. D'entrée de jeu, quelle est votre lecture par rapport à cette session d'examen d'État? Est-ce que c'est un exercice qu'on cherche à tout prix à respecter, ou vous pensez que le diplôme d'État en République démocratique du Congo et même à l'étranger représente quand même quelque chose? La valeur du diplôme d'État est restée le même. Peut-être que les gens ignorent, c'est ça le plus grand problème avec la culturation, mais je tiens à informer la population qu'aujourd'hui, il y a au moins 924 138 candidats, dont 918 620 du cycle long et 5518 du cycle court, répartis en 2653 participent à ces épreuves de la session extraordinaire. Donc il y a au moins plus ou moins 40% de filles. Par contre, les cycles courts, ça c'est dans les cycles longs, et les cycles courts, il y a au moins 20%. Ça c'est très important parce qu'au moins nous avons vu aujourd'hui, il y a la montée des jeunes filles qui tous suivent les études. C'est très important pour un pays qui recherche en développement. Exact. Je viens par rapport au caractère de notre éducation. C'est vrai, nous avions connu la qualité de l'enseignement, la qualité du personnel même, effectivement, qui dispense les cours. Ça fait jour pour jour plus de 20 ans où aujourd'hui les enseignants congolais posaient problème par rapport à l'ère sociale. Mais je crois avec l'avènement de Tony Mwaba au ministère de l'EPST, il y a de vrais changements. D'abord, il y a eu augmentation des salaires de tous les enseignants, c'est toute l'étendue de la République démocratique du Congo de 35%. Donc ça vaut de la peine. En plus, l'arrivée de la gratuité de l'enseignement, qui est finalement aujourd'hui effective dans toutes les provinces, de la République démocratique du Congo. Ça, c'est très important. Et aujourd'hui, au moins, nous constatons qu'il y a de moins en moins de grèves des enseignants. Donc, d'une façon un peu plus continue, les enfants ont suivi les cours normalement par rapport aux années antérieures. Troisième élément, le ministre a fait l'itinérance sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Il a quitté Kinshasa pour aller vers de l'est à l'ouest, du nord au sud. Il vient de boucler son itinérance dans les grands Katanga. Exact. Et aujourd'hui, il a lancé les épreuves des examens d'État en plein Lualaba. Une ville nouvelle, une province nouvelle aussi, mais du moins, on a tenu compte pour dire que, écoutez, nous devrons donner le go en province pour donner le goût à nos enfants qui étudient encore aujourd'hui. Ce qui est plus important, encore une fois, une province dirigée par une femme, mais qui est en reconstruction et en constitution, parce que lorsque les épreuves doivent être lancées dans une zone comme les Katanga et a fortiori dans la province de Lualaba, cela prouve à suffisance le ministre dans sa bravoure et dans son abnégation par rapport à ce qui lui est donné comme attribution et fonction au sein du gouvernement. Il exécute cela à 100%. Donc c'est très important que d'autres ministres aussi puissent prendre le même élan afin qu'il y ait le développement de la République démocratique du Congo. En ce qui concerne la qualité de l'enseignement et entrer au social de l'enseignant. Le gouvernement s'est donné la peine de travailler sérieusement sur la question en améliorant les conditions de vie de tous les enseignants. Donc, c'est quelque chose qui doit être échelonné. Ça ne peut pas venir du coup comme ça, mais du moins, au fil du temps, nous constatons tous ensemble que nos enfants commencent à prendre de l'élan. Et ça, nous donnons encore la chance. Je ne sais pas si le ministre sera toujours là. C'est encore un élément de plus pour donner la force ou l'appui aux actions du chef de l'État par rapport à sa vision de la gratuité de l'enseignement. Est-ce que l'amélioration des conditions de vie des enseignants suffit pour redonner une meilleure qualité à notre enseignement? Aujourd'hui, il y a par exemple les nouvelles technologies de l'information et de la communication qui ont explosé, mais à voir notre système éducatif, on est resté dans des histoires anciennes. On n'a pas réussi à mettre à jour notre système éducatif. C'est parmi tant d'éléments où il y a le social de l'enseignant. Écoutez,
comment expliquer un enseignant qui se pointe devant les élèves, qui est affamé? Comme on dit, il y a un dicton qui dit « ventre affamé n'a point d'oreille ». C'est un élément capital déjà, parce que si le professeur lui-même n'est pas en forme ou l'enseignant n'est pas en forme, dites-moi quelle éducation il va donner des enfants. Donc ça, c'est un élément. Par contre, par rapport à l'arrivée des nouvelles technologies, effectivement, je crois que l'État doit faire un effort de combler ces vides. Parce qu'au niveau de l'enseignement universitaire, on a même initié le système LMD. Or, le système LMD qui fait que l'étudiant soit au centre de la recherche. Or, en amont, le même étudiant qui vient de l'école secondaire, primaire et secondaire, n'a pas acquis une bonne formation par rapport à la nouvelle technologie. Donc ça pose problème. Donc l'accessibilité en matière informatique ou dans l'outil informatique s'avère indispensable. C'est parmi les éléments. Par rapport au caractère du contenu et du contenant. Dans les contenus, c'est vrai que nous n'avons pas à se plaindre. Nous, on a eu la chance de sortir un peu en dehors du pays. Nous avions fait nos études ici au Congo. Nous sommes allés approfondir ailleurs. Mais du moins, nous étions parmi ceux qui sont excellents. Ça, on doit le dire. En quittant le Congo, si vous mettez tous les sérieux possibles, sur 100%, vous verrez que plus ou moins 70% des Congolais se défendent mieux à l'étranger. Donc, je vois très mal qu'aujourd'hui qu'on puisse qualifier notre enseignement trop bas. Non, je pense que nous sommes en train d'émerger et nous donnons cette chance-là. Est-ce que les gens n'ont pas raison de qualifier notre système éducatif de pourriture à voir aujourd'hui? C'est que les finalistes produisent comme travail. Ils sont là, ils viennent de passer leur premier jour d'examen. Mais approchez-les, donnez-leur un exercice de dictée, donnez-leur un exercice de dissertation. Vous allez voir ce qu'ils vont produire comme travail. Dans tous les cas, dans tous les cas, voilà, dans tous les cas, il y a toujours des exceptions pour confirmer la règle. Mais c'est assez minime. Non, mais écoutez, cette exception. Vous n'avez jamais évalué tout le monde. Et dans l'évaluation aujourd'hui, voilà, le ministre a changé d'abord la méthode où on tient compte de la prépondérance des cours d'options. Ça a été toujours le cas. Non, ça n'a pas toujours été le cas. Non, 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 s'il vous plaît. C'est une mention, oui, ça c'est par rapport à l'horaire, mais je parle par rapport à la cotation. Aujourd'hui, on tient compte plus des cours ayant trait à l'option faite de l'enfant. Très important. Pour qu'on puisse faire ressortir vraiment, chaque enfant puisse faire ressortir ce qu'il a appris par rapport aux enseignements de sa spécialité. Écoutez, moi, aujourd'hui, je fais le droit. Vous allez m'enseigner l'informatique par rapport au droit. Dites-moi. C'est une confusion aussi quelque part. Contrôle le monde. Non mais attends, l'informatique que vous me parlez, est-ce que c'est l'informatique d'apprendre à utiliser l'ordinateur? C'est pas ça l'informatique. Mais l'informatique des réseaux. Vous allez m'apprendre les réseaux en plein l'option des droits. C'est une aberration. Mais par rapport à l'utilisateur, il y a une nuance. Hein? L'utilisateur est une autre personne. Et par rapport au concepteur, qui est des ingénieurs concepteurs que nous voyons qui sortent par rapport aux sciences de l'informatique. Donc, c'est différent. L'utilisateur peut être n'importe qui. Oh, il y a des centres qui forment des utilisateurs. Vous n'allez pas me dire que tous ceux qui travaillent, qui utilisent aujourd'hui l'ordinateur, ont appris cela en suivant les cours d'informatique au niveau de la gestion informatique. Non, je ne pense pas. Très bien, on va évoluer, je crois, c'est la toute dernière question. Aujourd'hui, il y a une sorte d'automatisme qui s'est installé dans nos familles, dans les chefs des élèves qui vont d'ici là décrocher leur diplôme d'État. C'est-à-dire que dès que vous obtenez votre diplôme, vous devez absolument faire l'université, ce qui n'est pas du tout obligatoire. Est-ce qu'il n'y a pas lieu aujourd'hui de renforcer les écoles des métiers du genre INPP consort, plutôt que d'envoyer tout le monde à l'université, sachant que l'université n'est pas faite pour tout le monde? Même en Europe, il y a quand même des tests de sélection et consorts. Est-ce qu'on peut organiser à ce jour le système éducatif dans son ensemble? En premier lieu, je dirais, un universitaire, c'est quelqu'un qui est formé dans l'universalité, donc dans tous les domaines de la vie. En réalité, quand tu as mis l'université aujourd'hui, tu es capable de se défendre dans plusieurs domaines de la vie. Tout le monde qui doit aller à l'université, j'ai dit non.
L'université n'est pas faite pour tout le monde. Ça devient automatique actuellement. Non, ce n'est pas automatique, mais plutôt les gens ont compris que c'est limité au niveau de l'école secondaire ne suffit pas. Mais là où on oublie, on ne fait pas plus, on ne fait pas attention plus dans les arts et métiers. Aujourd'hui, il y a de moins en moins des écoles de métiers dans notre pays. Il y a l'INPP apparemment. Apparemment, il n'y a que l'INPP. Tout ce qui était comme IT, comme ITP, on n'en a plus. Nous sommes passés par des ITP. Hein. Moi, je fais l'Institut technique et industriel à l'époque. J'ai fait l'Institut technique professionnel à l'époque. Mais aujourd'hui, j'ai acquis cette formation-là. Voilà, je me défends avec le moyen, avec ce qu'on m'a appris. C'est ce que je demanderai aussi. Il faut que les parents puissent encourager les jeunes gens d'aller faire les arts et métiers. Pourquoi les bénisteries. Le gouvernement ne peut pas mettre en place cette politique? Moi, je crois que la politique qu'on doit mettre en place, c'est dire que tout celui qui part dans le domaine des arts et métiers, il y a diminution de prix par rapport à la formation. Nous, on va encourager beaucoup de gens d'y aller. Et même en termes Premier élément. Et même en termes de lutte contre le chômage et consorts. Effectivement. Quelqu'un qui va dans une école de métiers, il a des atouts de commencer à réparer même un fer à repasser, de réparer un congélateur, de réparer tout ce qui est domestique, tous les appareils domestiques. Donc, nous devrons, nous aussi, comme leaders d'opinion, nous devrons encourager les jeunes d'aller apprendre les métiers. Les métiers, aujourd'hui, nous avons perdu beaucoup de métiers, je prends tels que la maçonnerie, l'ébénisterie, qu'on ne fait pas, la charpenterie. La charpenterie n'est pas, un charpentier n'est pas sorti, un menuisier n'est pas un charpentier. Un charpentier, c'est une autre personne. Un ébéniste n'est pas un menuisier, évidemment. Un ébéniste, c'est une autre personne. Et un électricien n'est pas un électronicien. Un mécanicien n'est pas aussi celui qui a fait la mécanique générale est différent de celui qui a fait la mécanique industrielle. Donc, tout ça, nous devons expliquer aux enfants. Nous devons expliquer à la jeunesse. Écoutez, il faut les encourager d'aller dans les écoles de métiers pour être formés intégralement, pour être aussi utiles dans la société et puis produire ce que la société a besoin. Écoutez, aujourd'hui, on est attaqué par le Rwanda. Mais si nous avons nos jeunes qui sont formés, il y a des inventeurs dans ces pays qui peuvent aussi, comme nous avons l'embargo sur le plan des achats des armes, nous pouvons fabriquer nos armes à nous. Créer un laboratoire. Il y a Afridex qui est ici, que Papa Kabila l'a utilisé à l'époque. Et nous créons des bombes artisanales. Très bien. Et avec nos bombes artisanales, on n'a pas besoin d'avoir des avals ou bien des notifications pour qu'on puisse faire les achats des armes. Donc, c'est un élément capital et je vais demander au gouvernement de faire vraiment attention à cela. On va parler du processus électoral, mais il y a encore une question qui me vient à l'esprit par rapport à l'enseignement. Est-ce que le problème, ce n'est pas aussi les parents? Parce que dans nos maisons, dans nos familles, dans nos foyers, vous verrez très peu de parents envoyer ou orienter leurs enfants dans des écoles de métiers. Tout parent veut que son enfant soit magistrat, journaliste, banquier. On a pratiquement une idée comme quoi, si vous partez faire l'école des métiers, vous êtes moindre. Est-ce qu'il n'est pas temps aussi de combattre cela? C'est une mauvaise conception de la chose. Peut-être que c'est l'ignorance. Comme on dit, l'ignorance tue. Et là, je crois que l'ignorance a commencé déjà à tuer. Donc ça devient l'opium du peuple. Or, nous sommes appelés à envoyer les enfants à la formation. Et la formation intégrale de l'enfant passe par la technicité de ce que l'enfant peut présenter. Écoutez, aujourd'hui, si nous n'avons pas des électriciens, comment est-ce qu'on aura l'électricité? Voilà notre ami qui est derrière la caméra. S'il n'est pas là, comment est-ce que nous serons visibles dans des maisons? Est-ce qu'il doit absolument être un ingénieur civil? Même s'il tombe malade. Même si quelquefois il tombe malade. Mais je crois que même quand il est malade, tous ceux qui l'ont aidé à se soigner, ce sont des techniciens. Exact. Attention, n'oublie pas, un infirmier, c'est un technicien médical. Donc, même un médecin, c'est un technicien médical. Donc, par rapport à ça, je crois qu'il est grand temps que nous, parents que nous sommes, d'apprendre aux enfants d'aller faire les métiers. Et moi, je me rappelle, j'étais encore en 3e année secondaire, j'ai commencé déjà à faire les installations bâtiments. Et on me donnait un peu d'argent. Donc, les jeunes gens peuvent faire mieux que ça et d'aller apprendre les arts et les métiers. Je pense qu'on va organiser une émission beaucoup plus élaborée pour parler en long et en large. Je suis disposé à le faire. Je suis disposé à le faire. On va cette fois-ci faire le point sur le processus électoral. Mesdames et messieurs, vous êtes Profondeur Télévision et vous regardez votre émission, les détails. Nous recevons sur ce plateau M. Wilson Nzemba. Il venait d'analyser la situation de notre système éducatif et là,
On va faire le point sur le processus électoral. Denis Kadima, président de la CENI, a réuni le week-end dernier les responsables des partis politiques et au cours de cette activité, il a été question de faire le point sur les avancées déjà réalisées sur le processus électoral. Denis Kadima a rassuré bien évidemment ses invités que les élections auront bel et bien lieu dans le délai. Est-ce que cette déclaration suffit pour apaiser la classe politique? Je crois que ça ne demande pas l'apaisement de la classe politique, mais ça demande la participation de la classe politique. À quel niveau que la classe politique doit participer pour que nous ayons des élections apaisées? D'abord par la bonne volonté et la bonne foi. Et nous devrons être rationnels. Écoutez, tout le monde nous réclamons des élections. Tout le monde nous voulons des élections. Dans les délais surtout. Dans les délais surtout. Mais vous aimez quelque chose avec son contraire. C'est une contradiction. C'est que je demanderai à la classe politique d'être rationnelle. Ça, c'est un élément très capital. Et puis, engager leurs partisans ou leurs membres combattants, machin, tous doivent croire à l'évolution du processus électoral. En plus, le processus électoral n'est pas quelque chose qui tombe du ciel. C'est un programme. C'est un processus, comme on l'a dit. Et dans le processus, il y a des niveaux à atteindre pour que nous ayons les résultats escomptés. Je parle lorsque M. Denis Kadima vient dans le cadre de concertation avec les partis politiques. Il aura aussi le temps de voir dans le cadre de concertation pour la société civile, ainsi de suite. Et toutes les couches des parties prenantes qui seront aux élections. Et tous ces gens-là, s'ils ne viennent pas avec des idées préconçues pour bloquer les processus, donc vous voulez quelque chose avec son contrat au même moment. Il y a des gens qui pensent que ces concertations cachent ou préparent déjà un glissement du calendrier électoral, raison pour laquelle Kadima veut déjà préparer les esprits des responsables des partis politiques. L'ignorance de valeur. Je crois que l'homme congolais ou l'homme politique congolais doit avoir le courage de dire que, écoutez, vu ça, nous ne sommes pas à mesure d'organiser les élections. Mais Denis Kadima, jusqu'à preuve du contraire, il tient mordicus aux élections dans les délais constitutionnels. À moins qu'il y ait des aléas. Et dans les aléas, il va revenir au législateur pour lui dire, écoutez, vu ça qui s'est passé, vu la Covid, vu le moyen, vu ça, nous ne serons pas à mesure d'organiser des élections au temps opportun. Mais nous demandons un petit décalage. Dans le petit décalage qu'on peut demander, mais c'est eux qui détiennent la technicité. C'est eux qui détiennent l'appareil aujourd'hui. C'est eux qui doivent nous dire, nous politiques, est-ce que, mais du moins, chacun de là où nous sommes, nous devrons préparer la jeunesse, nous devrons préparer nos membres, nous devrons préparer nos patriotes pour que nous allons affronter les élections quand, comment ça va se passer. Très bien, je pense qu'on doit cette fois-ci faire le point sur Jean-Marc Kaboul, cet ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale, à 2 reprises d'ailleurs, ancien président AI de l'UDPS, aujourd'hui opposant, je dirais farouche, au régime Tshisekedi. Il s'est prononcé pour la toute première fois ce lundi 18 juillet, depuis sa résidence de Kingaboua. Jean-Marc Kaboul a réuni la presse pour évoquer différentes questions d'actualité. Alors, on va essayer de prendre un peu mollo les différents points sur lesquels il s'est attardé. Premier point, Jean-Marc Kaboul dit ceci. Il s'est séparé de Tshisekedi pour incompétence notoire et crise de leadership. Commençons d'abord par ces points. Comment vous analysez aujourd'hui cette déclaration de Jean-Marc Kaboul? D'abord sur ces points. Incompétence notoire et crise de leadership. Je dis bravo à Jean-Marc Kaboul. Qui a lancé aussi son parti politique, Alliance pour le changement. Bravo à Jean-Marc Kaboul. Mais ce que je regrette et je déplore en lui, la naïveté. Comment ça? Jean-Marc Kaboul est venu ici nous faire avaler pour avoir un congrès. On a déboursé plus ou moins 7 millions de dollars. Avec le bureau Janine Mabunda. Avec le bureau Janine Mabunda. Au Sénat. Mais après le départ de Janine Mabunda ainsi que Tambwe Mwamba, Jean-Marc Kaboul est revenu au perchoir. Ils ont organisé plus ou moins 2 à 3 sessions extraordinaires. Il n'est pas sincère.
Et ce n'est pas un bon leader. Un leader doit être optimiste, un leader doit être rationnel et un leader doit être réaliste. Kaboun aujourd'hui qui traite Antoine Félix Tshisekedi d'incompétence notoire. Mais attends, Kaboun depuis qu'il est député national, qu'est-ce qu'il a déjà produit comme loi? Qu'est-ce qu'il a déjà proposé comme loi? Donc il est plus incompétent que Félix Tshisekedi. Parce qu'au moins Félix Tshisekedi, les résultats sont là. Avec la diplomatie agissante, il y a la qualité de l'enseignement, il y a l'effectivité des travaux, des infrastructures. Du moins, nous sentons quelque chose. Et nous prétendons que demain, ça sera mieux que ça. Et si Jean-Marc Kaboun est rationnel et sincère envers cette population-là, il veut aujourd'hui manipuler, qu'ils nous disent. Parce que, peut-être que vous ne l'avez pas encore dit, il a traité de Félix Tshisekedi et son pouvoir et son régime de jouisseurs. Mais le plus grand jouisseur aujourd'hui... avec l'argent de la République, ok, ça et là, ok, je suis d'accord avec vous. Si d'autres sont en train de pavaner avec l'argent de la République, dites-moi, Jean-Marc Kaboun, en ayant 3 ans, il s'est fait taper une fortune. Et il s'est fait taper une maison. luxueuse, hein? Alors, dites-moi. En plein Kingaboua. Non, il faut être sérieux. Non, les Congolais, je crois qu'ils ne seront pas naïfs aujourd'hui d'accepter n'importe quoi. C'est comme qui dirait, ils se sont séparés de Kabila, et aujourd'hui, on traite Kabila de tout. C'est pareil aussi. C'est des coqs à l'âne. Jean-Marc Kaboun regrette même son apport dans l'élection de Félix Tshisekedi. Ah, moi, je vais regretter le fait que Félix Tshisekedi aille prendre Jean-Marc Kaboun dans son recoin natal. Ce n'est pas Fatih qui l'avait pris. Mais s'il vous plaît, non. Les gens ne connaissent pas l'histoire. Je mets quiconque à défi. Etienne Tshisekedi a fait nommer... C'est le même Etienne Tshisekedi qui a déclaré Kaboun comme héros vivant. Merci beaucoup. Les images sont encore là. Merci beaucoup. La personne qui est allée chercher Kaboun dans son village natal, c'est Félix Tshisekedi, qui l'a mis dans l'avion, qui a fait fréter... Sur demande de qui? Qui a fait fréter... Ah bon? J'insiste, qui a fait fréter Moïse Katumbi. Vous comprendrez. Jean-Marc Kaboun, on est allé le chercher par Antoine Félix Tshisekedi pour l'amener ici à Kinshasa, sur demande d'Etienne Tshisekedi, transporté par l'avion affrété par Moïse Katumbi. C'est une révélation Alors, je mets quiconque à témoin. Aujourd'hui, le peuple congolais ne peut pas être naïf. S'il y a des jouisseurs du pouvoir d'Antoine Félix Tshisekedi, entre autres Jean-Marc Kaboun. Comment ça? Non, il doit être sérieux. On peut tout dire, mais pas jusqu'à ce niveau-là. Jean-Marc Kaboun, qui soit sincère envers la population, qui nous dise comment est-ce qu'il a pu avoir ces villas aujourd'hui. Jean-Marc Kaboun qui puisse nous dire... Il est député national, il était membre du bureau de l'Assemblée nationale. Si je le vois dans une palissade, je dis, il mérite. Combien les membres du bureau touchent? Ok. C'est exorbitant. Ok. Il y a eu des troubles dans les Katanga. Qui ne le sait pas que l'instigateur c'était Jean-Marc Kaboun? Encore? Avec les gens qui se sont battus au niveau de Kasumbalesa. Qui ne le sait pas? Mais attends, la milice de Kingaboua, la milice de Kingaboua, qui l'a fomenté. Ah non, si les gens traitent le chef de l'État de la sorte, je regrette. Et je dis que, voilà, Antoine Félix Tshisekedi, vous devez vous faire entourer des gens honnêtes, rationnels. Jean-Marc Kaboun dit encore ceci. Plus d'une fois, il a dit à Félix Tshisekedi, préparer un glissement du calendrier électoral ou encore préparer une fraude électorale serait une manière de cracher sur la mémoire d'Etienne Tshisekedi Wamoulouba. Alors pour Jean-Marc Kaboun, parce qu'il n'a pas mâché ses mots, Félix Tshisekedi est en train de préparer un glissement d'abord du calendrier électoral, en plus une fraude aux prochaines élections. Il a tenté plusieurs fois de rappeler Tshisekedi, bon pas rappeler à l'ordre, mais il a tenté plusieurs fois de conseiller à Tshisekedi de ne pas emprunter cette voie, mais Tshisekedi a fait la sourde oreille. Les amis d'hier sont devenus des ennemis d'aujourd'hui. Ah oui. Bravo, encore une fois, Jean-Marc Kaboun. Mais il doit être mature. Il ne l'est pas? Il ne l'est pas. Et il n'est pas politique en plus. Moins encore diplomate. C'est sa méthode. Pour preuve, il a été toujours vous savez l'histoire des deux bonbons.
Vous savez l'histoire des bonbons. L'histoire La théorie des bonbons. Les bonbons sont là, mais en même temps, les bonbons ne sont pas là. Voilà. Donc lui-même, maître nageur, a nagé cette fois-ci à contre-courant. Comment ça? Parce que vous préparez il un est glissement du calendrier électoral, en même temps une fraude il est prochaine élection. malheureux d'entendre cela de la bouche de Jean-Marc Aboun. Je sous-entends par ricochet, donc Jean-Marc Aboun poussait Antoine Félix Tshisekedi de glisser. Non, mais par contre, c'est lui qui... Non, mais je vous dis, je je sous-entends par ricochet, Jean-Marc Aboun pousse Antoine Félix Tshisekedi au glissement. Comment les pousser? Lui, il a par contre dénoncé à combien de cette fois, tentative ou cette intention de Tshisekedi de vouloir glisser. À combien de fois Jean-Marc Aboun a torpillé la marche de l'Assemblée nationale? Comment ça? Tu n'étais pas le président? Alors, mes affaires, c'est mal connaître Jean-Marc Aboun. C'est la cupidité. Je regrette beaucoup pour les politiciens congolais. Ils ne sont pas sincères avec la population. Et moi, je crois que l'école dont il est passé d'Antoine Félix d'Étienne Félix Tshisekedi n'a pas assimilé la matière d'Étienne Tshisekedi. Félix Tshisekedi est un danger au sommet de l'État. Il faut barrer la route à ces régimes des jouisseurs. Et Jean-Marc Aboun va mobiliser la population pour chasser Félix Tshisekedi en 2023. Nous attendons la mobilisation. Qui vivra verra. Et Jean-Marc Aboun, nous avons déjà compris sa démarche. Il veut se faire important. Et pour fuir, il est déjà important. Et puis pour fuir la justice, il a emprunté la voie d'être des mêlées judiciaires. L'avenir nous dira. Vous voulez déjà commencer? L'avenir nous dira. Des je vous mets à témoin, l'avenir nous dira. C'est ça les Congo, hein? Lorsque vous devenez opposant à un régime. Ah, c'est ça les Congo, hein? Lorsque vous êtes versatile par rapport à vos croyances, lorsque vous devenez versatile par rapport à vos croyances et vous ne pouvez pas. En quoi il est plus versatile? Mais attends, quelqu'un qui n'est pas conciliant, quelqu'un qui n'est pas rationnel, dites-moi, de quoi on peut attendre à cette personne-là? Mais il a constaté une incompétence notoire et une prise de leadership au niveau de votre union. Non, l'union sacrée n'a rien à voir. Jean-Marc Aboun lui-même n'était pas cohérent. Pendant qu'il était responsable numéro 1 au niveau de l'union sacrée, il a tenu combien de réunions? Il n'a pas pu organiser cela. Bien, donc, il est hyper incompétent lui-même. Très bien, l'émission est terminée. En 10 secondes, la caméra est là devant votre dernier message au public et on va se séparer. Je veux tenir informer le public de ne pas suivre les bruits de l'extérieur. Nous pouvons vivre dans les bruits. Et les Congolais sont appelés à voir à la même direction qu'Antoine Félix Tshisekedi, qui est le chef de l'État. Nous avons de l'avenir. Travaillons ensemble la main dans la main. Aimons notre pays. Et je tiens à saluer les FARDC, la police nationale et nos services de renseignement. Bravo. Continuez à protéger la terre de nos ancêtres, la terre de Simon Kimba. Wilson Nzemba, merci de votre disponibilité. C'est moi qui remercie la profondeur. Merci. Fin de cette émission. À toutes et à tous. Merci de l'avoir suivi. Au revoir. Profondeur TV, la télévision aux informations crédibles.